Bonjour à tous, je suis Guillaume Rose, le directeur général exécutif du Monaco Economic Board. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau webinaire, collection SEMA, que nous organisons conjointement avec nos partenaires du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique. Pour ce 5e épisode, je vous propose de partir à la découverte de la 5e plus grande île du monde, Madagascar bien sûr. Un peu plus grande que la France, l'île compte 27 millions d'habitants et possède des atouts qui font d'elle une source d'opportunités. Si le pays déplore encore un fort taux de pauvreté, malheureusement, il possède cependant des richesses minières et un potentiel agricole extrêmement important qui peuvent contribuer à son développement. C'est d'ailleurs le premier producteur mondial de vanille, par exemple. Le tourisme, lui aussi, avant la crise sanitaire, avait montré de belles perspectives et recèle un très bel avenir, à confirmer bien sûr avec la réouverture définitive des frontières. Enfin, il faut savoir que Monaco possède des liens forts avec la Grande Île, notamment à travers des soutiens de la coopération monégasque dans les domaines de la santé, de l'insertion socio-économique, de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Pour brosser le portrait de ce pays, riche de sa diversité, pas moins de 10 intervenants vont nous éclairer, chacun par une courte intervention, afin que nos spectateurs aient un aperçu dense mais complet de l'économie de Madagascar. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous commencerons les interventions par son Excellence, M. Olivier Hugues Rida Rajohnson, ambassadeur de Madagascar en France et à Monaco, qui ouvrira ce webinaire. Puis Frédéric Gertz, président du SEMA, et Denis Ruyant, le secrétaire général du SEMA, échangeront alternativement avec nos invités. Ainsi prendront successivement la parole son Excellence, M. Olivier Hugues Rida Rajohnson, bien sûr, dont je viens de parler, puis Mme Liziniaina Razafindrakoto, la directrice générale de l'Economic Development Board, qui est l'agence de promotion des investissements de Madagascar. Puis avec messieurs Thierry-Marie Rajaona et Guy Faucard, respectivement président et vice-président de la Commission internationale du groupe des entreprises de Madagascar. Nous aurons aussi Madame Véronique Perdigon, secrétaire générale du groupe Action, groupe panafricain spécialisé dans 5 secteurs d'activité à fort potentiel de croissance: l'énergie, l'immobilier, l'open innovation et la fintech, les services financiers et télécoms. Monsieur Édouard Berson, directeur général du groupe Ascoma à Madagascar, courtier d'assurance, présent dans 26 pays d'Afrique, né à Monaco, comme chacun sait. Monsieur Frédéric Dalmacy, le CEO d'Agricorp, entreprise internationale spécialisée dans les ressources naturelles, qui fait partie du Monaco Resources Group. Monsieur Serge Rajaobelina, administrateur du groupement Saalala d'agriculture biologique, entreprise sociale qui appartient à ses producteurs afin de leur permettre de prospérer durablement. Le groupement Saanala, pardon. Nous aurons enfin M. Emmanuel Kotsoyanis, le secrétaire général de l'association Malagasy des investisseurs en capital, l'AMIC, et directeur général du fonds d'impact Mariacap. Et nous conclurons bien sûr avec notre consul, M. Cyril Juge, consul honoraire de Monaco à Madagascar. Pour finir cette session d'intervention, nous laisserons à la fin mon collègue Justin Ayman ainsi que les membres du SEMA poser les questions qui nous sont parvenues en amont de ce webinaire. Mais tout de suite, je laisse la parole à son Excellence, l'ambassadeur, M. Olivier Hugues Rida Rajohnson, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs, voici 5 mois que j'ai présenté mes lettres de créance auprès de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, en octobre dernier à Monaco. 28 mois que je suis ambassadeur de Madagascar en France, résident à Paris. Voici 3 ans depuis la première passation de pouvoir vraiment démocratique entre 2 présidents élus au suffrage universel et dans le respect de la constitution de l'histoire de Madagascar, les conditions idéales pour que son Excellence M. Anradjoul, président de la République, puisse prendre l'engagement solennel de rompre le cercle vicieux du sous-développement de Madagascar et de tenter de rattraper au cours de ce mandat démocratique tout le retard considérable accumulé par la Grande Île ces 60 dernières années. Il a émis 13 Véliran. Ce sont les engagements solennels auprès du peuple malagasy qu'il a pris, engagement qu'il a pris
pour combler ce retard. Une politique générale de l'État en phase de vitesse de croisière pour la mise en œuvre des 10 engagements solennels. Il s'agit du manuel des objectifs clairs à atteindre. Bien sûr, ces 3 premières années n'ont pas été de tout repos. Il y a eu les sécheresses majeures, les inondations exceptionnelles, 5 cyclones en 3 mois. Ce ne sont là que des impacts du changement climatique sur Madagascar. Des coûts supplémentaires inattendus, alors que les promesses de réponse internationale, notamment les engagements volontaires des pays riches, tardent à se réaliser. Ce sont tout simplement les populations qui ont contribué les moins à l'émission de gaz à effet de serre qui en subissent le plus les conséquences. Que dire du contexte changement présentant de nouveaux défis à chaque tournant? On commence à peine à sortir d'une pandémie majeure ayant nécessité des mesures de restriction sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et là encore, une crise politique internationale également majeure se profile avec des conséquences incalculables sur les matières premières, tant agricoles qu'énergétiques, etc. Les prochains mois seront décisifs. Tout ceci sont autant de facteurs, de paramètres qui viennent impacter le plan initial pour l'émergence de Madagascar. Malgré que le fait que ces impacts sont à la fois sociaux, humains, psychologiques, touchant les individus, nos emplois, nos familles, nos revenus et notre santé, ces derniers demandent et exigent de nous de très fortes capacités à nous adapter afin de tourner toutes ces menaces apparentes en opportunités autant que possible pour maintenir le cap. Le commerce international et notamment les exportations ont subi et subissent toujours les perturbations de la demande mondiale et des chaînes d'approvisionnement, etc. À l'échelle nationale, la demande interne a fortement contracté, c'est-à-dire diminué, et les recettes fiscales et les dépenses publiques n'ont pas répondu aux objectifs de la politique budgétaire fixée. Tandis que sur le plan social, il faut combler les inégalités, que ce soit entre les individus, mais également entre les nations. Mais ensemble, j'en suis convaincu, nous relèverons tous ces défis à travers notre coopération, la recherche de partenariats et la matérialisation de projets concrets sur terrain. Un tel contexte présentant de tels défis et menaces géopolitiques, économiques, sociales, commerciales, alimentaires, pour n'en citer que cela, pourrait être transformé en opportunité si nous savons bien gérer et anticiper les difficultés auxquelles nous devons faire face. Par exemple, les impacts sont déjà visibles sur les marchés des matières premières, comme le blé, l'énergie, etc., ou encore le nickel, entre autres. Pour terminer, pour vous dire que Madagascar a tous les atouts pour transformer ces risques et menaces en opportunités. Mais il faut être capable de s'y adapter très rapidement. Ce sont les défis qui se présentent à nous actuellement. Mais nous ne pourrons pas le faire tout seuls. Les initiatives pour sortir le Sud et la grande pauvreté tiennent également une place de choix dans les réflexions et les discussions. Je suis personnellement convaincu, de par ma formation et surtout de mon parcours professionnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, je suis convaincu que l'État, dans son rôle régalien, a besoin d'avancer harmonieusement avec le secteur privé pour développer économiquement et socialement
Madagascar. Et surtout, le but ultime étant pour le bien-être de sa propre population. Je souhaite ardemment que le lien de travail initié ici aboutisse à de véritables projets concrets. Et soyez-en sûrs, l'ambassade est là pour être le relais et le facilitateur entre nos secteurs privés. Je souhaite ainsi un plein succès à notre travail en commun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Eh bien, maintenant, il nous reste à donner la parole à Madame Lizinaina Razafindra-Koto. Merci Guillaume pour cette introduction. Merci Excellence pour cette introduction et ce survol des atouts et des opportunités de Madagascar. Ce qui va nous permettre, Madame Razafindra-Koto, vous qui dirigez l'Economic Development Board de Madagascar, peut-être de nous en dire un tout petit peu plus sur ce plan émergence de Madagascar. Nous, SEMA, qui étions présents à la rentrée du MEDEF cette année, avons eu l'opportunité de découvrir ce plan présenté par le président de la République, M. Rajoelina, et une large délégation de Madagascar. Donc, ce serait gentil de nous en dire un tout petit mot, mais surtout de nous éclaircir en tant qu'opérateur monégasque. Si nous devions investir actuellement à Madagascar, quels sont les secteurs les plus porteurs selon vous, et quelles sont également les mesures incitatives liées aux investissements à Madagascar? Puis, dans la foulée, évidemment, on est très intéressé de savoir comment vous nous accompagnez en tant qu'Economic Development Board de Madagascar. Madame, à vous la parole. OK. Merci. Donc, bonjour à tout le monde et merci au SEMA d'avoir invité l'Economic Development Board of Madagascar à ce webinaire. Donc, pour vous parler peut-être très brièvement du plan émergence de Madagascar, c'est le plan qui a été établi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour justement en fait donner les grandes orientations de son programme durant son mandat, donc ces 4 ans. Mais plus précisément, pour entrer dans ce qui concerne un peu plus la mission de l'Economic Development Board of Madagascar, dans le contexte actuel, bon, d'une manière générale, il y a beaucoup de secteurs très porteurs à Madagascar, mais dans le contexte actuel, donc principalement post-Covid, il y a 4 secteurs qui vont se démarquer particulièrement. Donc, en premier lieu, c'est le secteur de l'agribusiness. Ensuite, c'est le secteur TIC et BPO. Ensuite, c'est le secteur textile et enfin, c'est le secteur tourisme. Donc, peut-être je vais vous parler très brièvement de ces différents secteurs et de ce que ça représente en termes de potentiel. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour l'agribusiness, on a des filières très porteuses aujourd'hui qui sont la filière huile essentielle qui a été très résiliente face à la crise Covid. Elle n'a pratiquement pas été touchée par la crise, sinon même elle a connu une augmentation de ses volumes d'activité. La filière cacao, Madagascar, qui est très réputée pour son cacao fin, les épices, les produits bio et également la filière riz. Donc, comme le présentateur l'a dit tout à l'heure, Madagascar est numéro 1 en production de vanille, numéro 1 également mondial pour tout ce qui est exportation de girofle, exportation d'ylang-ylang bio également, et le premier et probablement le seul exportateur de caviar en Afrique. D'une manière générale, le marché bio à Madagascar est en très forte croissance actuellement. On a plus de 150 000 hectares de terrains cultivables qui sont certifiés bio. On a plus de 70 000 petits producteurs qui sont également certifiés bio et donc environ 350 entreprises. À côté de tout ça, donc, on a la loi sur l'agriculture biologique qui est sortie récemment et la loi également sur l'agriculture contractuelle qui permet justement de faciliter les investissements et les opérations dans ce secteur. Point important peut-être à souligner, deux gros projets actuellement en cours. Un premier projet sur lequel les DBM travaillent avec le ministère de l'Agriculture, où on est en train de recenser des terrains du domaine privé de l'État, donc des terrains à grande superficie pour pouvoir accueillir prochainement des investisseurs dans le secteur agri.
Ensuite, on a également des projets de zone à vocation agricole, agro-industrielle plus précisément, qui sont prévus dans le sud de l'île. Ensuite, le deuxième secteur dont je parlais tout à l'heure, c'est le secteur TIC et BPO, en fait, qui a été également un secteur très résilient suite à la crise Covid. Comme à tout au niveau du pays, on note que le pays a quand même la 4e connexion Internet parmi les plus rapides en Afrique, avec une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Donc, on note un salaire moyen de $200 par mois. Et on a plus de 200 entreprises TIC aujourd'hui qui sont créées, donc principalement des call centers, des entreprises BPO, des entreprises qui sont dans le développement de sites web, etc. Ensuite, on a le secteur textile, pour lequel Madagascar est déjà très bien connu, puisque avec l'accès notamment à l'AGOA. Donc, on a un secteur textile qui est très important à Madagascar et principalement en raison de la mise en place de ce cadre de zone franche textile et donc, comme je disais tout à l'heure, de l'accès au marché de l'AGOA. Un point peut-être important également par rapport à ce secteur textile, c'est un nouveau projet qu'on a aujourd'hui sur le pipeline, c'est le développement d'une zone industrielle textile qui sera basée à Mourmangue avec 680 hectares au total, dont une première phase a été signée avec des partenaires mauriciens sur 80 hectares. Et puis, donc, le 4e secteur dont je parlais tout à l'heure, c'est le secteur tourisme. Donc, principalement, les dernières informations, en fait, c'est qu'il a été en fait soumis à l'EDPM que l'État souhaite accueillir un investisseur, un écologe dans chacun des parcs nationaux à Madagascar. Donc, une collaboration est en train de se mettre en place dans ce sens entre les DBM et le ministère en charge du tourisme, justement, pour pouvoir contacter les investisseurs et faire une première sélection. Donc, par rapport à tout ça, donc les incitations qu'on a, on a différentes incitations liées aux investissements. Bien sûr, les réductions d'impôts par rapport au montant d'investissement réalisé, mais on a surtout pour le secteur textile et le secteur TIC-BPO, le régime entreprise franche qui est très favorable en termes de fiscalité. Donc, à savoir, donc, pas de droits de douane à l'importation et à l'exportation. Et puis, quasiment pas d'impôt sur les revenus sur les premières années d'opérationnalisation. Et par rapport à tout ça, pour en revenir à l'EDPM, donc qu'est-ce que l'EDPM peut faire pour les investisseurs qui souhaitent s'installer à Madagascar? Donc, dans un premier temps, dans sa phase de préparation de projet, l'EDPM peut accompagner l'investisseur dans tout ce qui est collecte d'informations sur le marché. Donc, on a pour ça une cellule de veille économique et stratégique qui peut appuyer dans la mise en place de fiches filières, d'études de marché et tout ça. Ensuite, on peut travailler également sur la mise en relation de l'investisseur potentiel avec les opérateurs locaux à Madagascar, donc suivant les besoins qui auront été exprimés. On est là également pour faciliter toute la procédure de création d'entreprise, pour faciliter également toutes les procédures d'autorisation de travail et de visa, à la fois pour les investisseurs et pour les travailleurs expatriés. On fait là également tout ce qui est autorisation spécifique pour les activités réglementées, donc principalement le secteur tourisme. Et en dernier lieu, et non des moins importants, une fois que l'investisseur s'est installé à Madagascar et qu'il commence à travailler, on a un service aftercare également qui prend en charge les différentes problématiques que l'investisseur peut rencontrer dans ses relations avec l'administration, où on l'aide suivant les possibilités en fait à sortir de ces différents problèmes. Donc voilà, si j'essaie un peu de brosser assez brièvement sans entrer trop dans les détails. Après, s'il y a des questions, je suis disponible. Merci. Merci beaucoup. C'est au tour du SEMA de poser des questions. C'est à Denis Ruyant, je pense. Tout à fait. Donc, Thierry et Guy, vous représentez le groupement des entreprises de Madagascar. On a constaté en 2020 une contraction du PIB de 7,1%, qui est certainement liée effectivement à la situation sanitaire internationale, mais dès 2021, une reprise modérée de la croissance. Pourriez-vous vous commenter l'état actuel de vos membres, quels sont leurs projets d'investissement et surtout leurs perspectives pour les prochaines années? Très bien, merci beaucoup Denis. Bonjour à tous.
Donc, nous avons eu droit tout d'abord à une présentation générale par M. l'ambassadeur, puis ensuite par l'IDBM, des entités publiques. Et là, effectivement, je prends la parole au nom du secteur privé. Et votre question, elle est claire, elle est précise, et à laquelle je me dois de répondre en toute sincérité, en toute franchise. Quand bien même notre volonté au niveau du patronat, c'est d'attirer vraiment les investissements monégasques pour venir à Madagascar. La situation de crise de 2020, qui a entraîné une chute du PIB de moins 7,1%, a été, comme vous l'avez dit, suivie d'une légère reprise économique en 2021, mais qui a été nettement en deçà de ce que l'on pouvait l'espérer, puisque le taux de croissance réel a été de près de 1,9%, 2%, ce qui est en deçà de taux de croissance démographique. Pour la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est comment voit-on 2022, quelle perspective a-t-on, comment se trouvent les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'elles sont optimistes? Et à cette question, je dois répondre que dans le cadre international et local que nous vivons aujourd'hui, que je ne vais pas commenter, il nous paraît assez irréaliste de prévoir réaliser ce que le gouvernement a prévu comme taux de croissance, qui est de 5,4% cette année. Monsieur l'ambassadeur a rappelé tristement ce qui s'est passé sur le plan climatique en début d'année. Personne n'a prévu la crise en Ukraine qui aura un impact majeur sur notre économie. Donc, nous craignons fort que le taux de croissance prévu de 5,4% ne soit pas du tout réalisé cette année. Cela dit, le GEM est composé d'entreprises provenant des divers secteurs et on va dire qu'il y a des secteurs qui sont dans une situation un peu meilleure, comme d'autres qui sont dans une situation toujours critique. Je vais peut-être commencer par les secteurs en difficulté et en lien directement avec la crise Covid. Ce sont justement les secteurs que Mme Lisniel a qualifié de porteurs, le secteur du tourisme, qui pâtit encore terriblement de la fermeture des frontières, que nous n'arrivons pas à obtenir de façon claire et nette aujourd'hui à Madagascar. Nos frontières sont encore, je ne dis pas hermétiques, mais l'ouverture est très, très limitée. Et donc, ce qui fait que cette année, on sonde un petit peu les taux de remplissage des hôtels. On est au mieux à peu près à 30% de taux de remplissage et on est à peu près à 20% du nombre de touristes qu'on avait avant la crise. Donc, ce secteur souffre encore beaucoup. En lien avec ce secteur, le transport qui souffre terriblement. Je ne vous parle pas du cas de Madagascar, notre flag carrier qui est en situation de redressement judiciaire liée à la crise Covid et qui redémarre sous de nouvelles couleurs Malagasy Airlines. Néanmoins, nous avons quelques secteurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu au cours de cette crise Covid, et notamment le secteur des TIC qu'a mentionné Lisniel tout à l'heure. Télétravail oblige, e-commerce oblige, donc ce secteur a pu tirer son épingle du jeu, a même cru en termes d'activité. Un autre secteur qui a un peu tiré son épingle du jeu aussi, c'est le textile. Un autre secteur porteur, comme l'a dit Lisniel. Un secteur en crise, j'ai oublié de le noter, le secteur minier. Nous sommes deux plus grands producteurs de nickel en Afrique, un des 10 producteurs de nickel au monde. Et en 2020, ce secteur a été complètement fermé. Mais Dieu merci, il a rebondi en 2021 et en 2022, j'avais presque envie de dire merci la crise en Ukraine, mais le prix du nickel a fortement bondi, il a atteint à un moment donné les 100 000 $, alors que pendant des années, il était autour de 11 000 $. Et donc là, c'est le jackpot, on va dire, pour Madagascar pour cette année. Donc, que penser, si vous voulez, de l'environnement, la perspective à court et moyen terme? 2022 donc, risque un petit peu d'être dans l'attentisme. N'oublions pas que l'année prochaine,
nous allons connaître une élection présidentielle. Et bon, comme à l'accoutumée, à la veille des élections de ce type, on est toujours un petit peu dans l'expectative, dans l'attente. Et je pense que le vrai rebond économique, il doit se trouver post-élection présidentielle, c'est-à-dire en 2024. Thierry, là, dans le plan émergence de Madagascar qu'on a évoqué précédemment, la bonne gouvernance est qualifiée de pivot. Est-ce que vous constatez sur ce plan-là une amélioration sensible à ce sujet? Alors, je vous confirme qu'effectivement, la bonne gouvernance fait partie des VLRAM du plan d'émergence, puisqu'il figure en troisième position, relative notamment à la lutte contre la corruption et une justice équitable. Maintenant, la question de la bonne gouvernance est une grande question importante, en particulier pour le secteur privé. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur de cette notion-là, mais si je dois retenir 5 notions qui me paraissent essentielles en matière de bonne gouvernance, je les citerai dans l'ordre. Premièrement, la notion de responsabilité et de redevabilité de la part des autorités. Deuxièmement, c'est la transparence de la politique gouvernementale. Troisièmement, c'est la lutte contre la corruption. Quatrième point, c'est la participation des parties prenantes, société civile et secteur privé. Et cinquième point, c'est la qualité des réformes juridiques et judiciaires. Si je reprends ces 5 points-là en matière de bonne gouvernance, en matière de responsabilité ou de redevabilité, Lycéen en a dit un petit mot peut-être tout à l'heure, mais je dois dire que nous sommes dans l'attente de beaucoup de lois en cours de réforme aujourd'hui qui mettent un petit peu en suspens le développement du secteur, notamment dans le secteur minier, le code minier dont on attend toujours la réforme, la loi sur les investissements également qui traîne à être publiée. Donc, nous sommes dans une situation d'indécision souvent, d'attente de prise de décision. Notamment, tout le monde a vu à quel point la signature de Contasauf, qui est fondamentale pour Madagascar, a mis du temps pour être signée, mais Dieu merci, il est signé. Et nous sommes vraiment désirés que d'autres contrats de ce type puissent être signés assez rapidement. En matière de transparence politique gouvernementale, là aussi, le secteur privé souhaiterait avoir plus de visibilité sur la politique à moyen terme et à long terme. On parlait tout à l'heure de plan émergence. Force est de constater que le plan émergence n'est pas encore officialisé. Il est encore en cours de finalisation. Nous attendions qu'il soit sorti cette année. On ne sait pas si ce sera le cas. En tout cas, j'ai eu l'occasion de dire au président de la République que côté secteur privé, nous réfléchissons à une vision à très long terme 2050 économique de Madagascar, Madagascar vision 2050, que nous voudrions partager avec les autorités et sur lesquelles nous souhaiterons nous mettre d'accord. Sur le quatrième point, la participation des parties prenantes, nous souhaitons une amélioration du dialogue public-privé entre le secteur privé et le secteur public, qui, à notre avis, laisse encore à désirer. Et quant à la réforme juridique et judiciaire, là aussi, la question est-ce que les lois sont claires et appliquées uniformément par un système judiciaire qui est objectif et indépendant. Il y a encore des marges d'amélioration en la matière. Nous saluons en tout cas toute initiative qui vont dans le sens d'une justice indépendante, d'une lutte contre la corruption efficace. Et de ce côté-là, nous sommes tout à fait désireux de coopérer avec les autorités. Thierry, une dernière question pour laquelle je vais vous demander d'être le plus concis possible. En matière d'investissements internationaux récents, quelle est la provenance de ces investisseurs à Madagascar? Alors, de façon très courte et très brève, je dirais qu'il y a 4 secteurs où il y a des investissements étrangers qui viennent à Madagascar aujourd'hui. Donc, il y a récemment le secteur des mines, notamment de la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Chine. L'activité Client Relation Management, l'éthique, en zone franche, notamment du Maroc et de la France. L'énergie en provenance de la France. Les infrastructures en provenance de la France. La confection textile, en particulier en provenance de Maurice.
et l'hôtellerie en provenance des USA et de la France. Mais je dois dire que tout ça reste confidentiel en termes de montant. Merci beaucoup Thierry pour ces réponses très précises. Et je passe maintenant la parole à Frédéric pour l'intervenant suivant. Merci Denis. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Véronique Perdigon, qui est secrétaire générale du groupe Action. Action est, je veux dire, le principal groupe corporate panafricain malgache. Comme l'expliquait en introduction Guillaume, 5 secteurs à fort potentiel, énergie, immobilier, services financiers, télécom et fintech. Alors, Madame Perdigon, quels sont actuellement les secteurs les plus dynamiques et dans quel secteur mettez-vous le focus pour les investissements ultérieurs? Et peut-être dites-nous également un mot, vous êtes un groupe panafricain, malgache, installé, je pense, dans plus de 8 pays sur le continent africain. Quels sont les atouts des jeunes malgaches pour construire et développer l'Afrique de demain? Bonjour à tous. Merci pour ces questions. Donc, rapidement, le groupe Action, donc, comme vous l'avez dit, regroupe donc 5 pôles d'activité. Et comme vous le voyez là sur la présentation, aujourd'hui, c'est le pôle télécom et le pôle énergie qui sont nos pôles d'activité majeurs, aussi bien à Madagascar que sur notre développement sur le continent. Donc, à Madagascar, nous avons 2 marques phares qui sont Jovena et Telma, qui opèrent donc dans le domaine des télécommunications, Internet mobile et fibre optique, et également Jovena, donc avec le plus grand réseau de distribution d'hydrocarbures, avec plus de 100 stations opérationnelles à ce jour. Par ailleurs, nous avons également une grosse activité de participation dans des fonds d'investissement en Afrique, et dans ce cadre-là, nous sommes présents dans plus de 30 pays avec donc ces opérations 100% africaines et océan Indien. Alors, pourquoi ce sont ces secteurs-là dans lesquels Action a décidé d'investir? Parce qu'à Madagascar, il est important de raisonner en termes de prérequis pour aider au développement du pays. Sans énergie, sans télécommunications ou sans infrastructures routières, les investissements ne pourront pas se réaliser et l'industrialisation du pays sera freinée. Donc, en privilégiant des secteurs qui participent directement à la mise en place de ce socle, on a pu, grâce aujourd'hui à la qualité, par exemple, des télécommunications et du débit Internet qui est offert aux clients et aux investisseurs, développer le secteur dont Mme Nizniane a parlé tout à l'heure, donc de la relation client et du BPO, qui a offert des milliers d'emplois à des jeunes malgaches. Pour nous, ce qui est très important aussi, c'est la digitalisation de nos activités, et grâce aux actions transverses entre nos activités de pôle, on a pu créer des opérations qui ont fonctionné avec des systèmes très innovants. Donc, par exemple, notre activité WeLight qui fait de l'électrification rurale, nous avons aujourd'hui 35 villages en service à Madagascar avec plus de 3000 foyers connectés. Sont connectés justement, bénéficient de l'énergie solaire 24 heures sur 24 avec des compteurs intelligents, et ils peuvent recharger leurs compteurs grâce au mobile money et à un système de rachat de coupons, exactement comme on rachète des crédits de télécommunications. Donc, on a pu synthétiser et mettre en œuvre toutes nos expériences et nos compétences transverses au sein de ces pôles. Concernant notre attachement au principe de partage et de multiculture, aujourd'hui, beaucoup de Malgaches qui travaillent dans nos opérations à Madagascar sont partis et ont opéré les lancements de nos opérations en Afrique. Mais à l'inverse, nous avons aussi recruté sur ces 2 dernières années beaucoup de jeunes Africains qui sont venus nous rejoindre à Madagascar. Donc, nous avons une vraie croyance dans la multiculturalité et le partage de compétences entre le continent et la grande île. Je pense que c'est important parce que c'est cette mixité qui fait la richesse et qui aussi fait que
les jeunes malgaches qui aujourd'hui sont enclins à quitter le pays et à ne pas revenir après leurs études peuvent, grâce à ces opportunités qu'on peut leur donner de mobilité internationale, mais aussi d'opérations innovantes et qui sont attractives pour eux dans le pays, envisager un retour au pays après leurs études, ce qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est assez difficile et on cherche justement à pousser donc ce retour au pays des jeunes malgaches. Nous avons, je peux le dire, pour les futurs investisseurs, des gens qui sont extrêmement travailleurs, des capacités d'adaptation, qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. Donc pour ça, il nous faut évidemment les former. Donc il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui investissent dans la formation. Nous avons créé Action University, mais il y a également beaucoup de prestataires sur la place qui proposent des formations de bon niveau. Il faut également, et le GEM en est le porteur, penser aujourd'hui, comme le slide le précise là, à l'impact. Et pour nous, c'est très important que dans les futurs développements et pour les futurs investisseurs à Madagascar, il faut raisonner obligatoirement, impérativement, c'est une question de survie, sur un modèle de développement durable. Il y a déjà beaucoup d'initiatives de sensibilisation qui ont été portées via les Nations Unies et via le GEM, mais je crois que les nouveaux investisseurs et ceux qui seront intéressés à venir nous rejoindre sur la Grande Île doivent vraiment mettre ça dans leur feuille de route, c'est extrêmement important. Merci, Madame Perdigon. Alors, du côté du SEMA, c'est Frédéric Gers qui reprend la parole? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est à… je ne sais pas si Frédéric avait une question complémentaire pour Véronique. Non, pas à ce stade, Denis, donc c'est à toi. Très bien. On va s'adresser maintenant à Monsieur Édouard Berson, qui dirige le groupe Ascoma, qui est courtier en assurance et qui est sur le territoire malgache, présent depuis plus de 60 ans. Édouard, quelle est la dynamique actuelle du secteur de l'assurance et ses perspectives de croissance? Bonjour Denis et merci d'avoir pensé à Ascoma pour l'invitation. Alors pour démarrer, je vais vous donner pour que vous ayez une petite idée le chiffre d'affaires de l'assurance à Madagascar. Donc en 2019, on était à 57 500 000 euros et en 2020, on est arrivé à 60 millions d'euros. Donc ça fait une croissance de 4,40% à peu près. Alors on n'a pas encore les chiffres de 2021, c'est pour ça que je vous donne les chiffres de 2020. Alors le marché est réparti comment? Donc il y a 5 compagnies d'assurance et 5 courtiers. Donc, le secteur des assurances est régi par la loi qui date du 2 août 1999 portant sur le code des assurances. Alors, c'est un texte qui date de plus de 20 ans pour un secteur essentiel et en perpétuelle évolution. Alors, depuis la fin de l'année 2019, il y a un nouveau projet de loi qui est en étude au Parlement et au Sénat pour réformer le code des assurances à Madagascar. Le 1er septembre 2020, il a été promulgué la nouvelle loi sur le code des assurances. Cependant, on ne connaît pas encore la date de publication de son décret d'application, mais on est certain qu'à ce jour que cette loi sera le nouveau texte de référence quant aux réglementations juridiques portant sur les assurances. Alors, il faut savoir que le secteur des assurances se trouve parmi les secteurs essentiels au développement économique et social. Il contribue d'une part à la sécurité sociale, notamment pour les familles et les entreprises, et d'autre part, il suscite une épargne collective canalisée au service de l'économie nationale. Cependant, force est de constater que ce secteur ne remplit pas encore son rôle pour différentes raisons, notamment le niveau de pénétration demeure encore très faible. Comparé aux autres pays ayant le même niveau de développement économique, le nombre d'entreprises d'assurance est limité. Le secteur contribue de manière significative aux recettes fiscales. Il y a aussi la contribution du secteur à la croissance économique qui est encore très faible. Ça représente 58% du PIB, donc c'est très faible. Donc voilà, donc de ce qui précède, on attend avec impatience donc le projet de loi, donc le nouveau code des assurances. L'objectif visé consiste donc à transformer le secteur des assurances actuel en un secteur solide et résilient, donc favorisant l'inclusion financière.
Donc, les principales innovations et améliorations apportées par ce nouveau code des assurances sont notamment, donc, il y a un élargissement du paysage du secteur des assurances avec la possibilité donc, de s'établir comme une compagnie de réassurance qui était non prévue auparavant et l'autorisation pour les entreprises de réassurance étrangères de s'établir comme succursale à Madagascar. Il y a l'extension des opérations autorisées tenant compte des besoins du marché et de l'évolution technologique en introduisant de nouveaux concepts sur la microassurance, l'assurance numérique et l'assurance indicielle. Et il y a aussi le renforcement de l'inclusion financière par l'extension des assurances obligatoires limitées auparavant à l'assurance responsabilité civile pour les véhicules. Et maintenant, donc, il va y avoir des assurances obligatoires, notamment il y aura l'assurance scolaire, l'assurance de construction, l'assurance de transport des facultés à l'importation et de responsabilité civile professionnelle. Alors avant, on dépendait du ministère des Finances. Donc maintenant, il y a une nouvelle institution qui va superviser, qui s'appelle donc la CSBF, donc, qui est la Commission de supervision bancaire et financière. Voilà, ça c'est pour la première question. Oui, Édouard, alors effectivement, vous êtes en contact permanent de par votre métier avec la population malgache et les entreprises malgaches aussi. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur deux aspects qui sont importants? C'est d'abord, pour un investisseur potentiel, le développement d'une classe moyenne qui génère un certain nombre de besoins en termes de services, et aussi la décroissance du secteur informel qui ne peut que contribuer au développement du pays. Tout à fait. Alors, je vais répondre de manière un peu globale. Tout d'abord, sur l'évolution de Madagascar, on voit que c'est en bonne voie, comme on peut le voir dans le programme de développement de l'État, avec des nouvelles infrastructures, notamment tout ce qui est donc la nouvelle ville, la construction des barrages et des centrales hydroélectriques, l'extension du port. Il y a aussi l'éducation, l'industrialisation aussi, les projets qui sont financés par les grandes institutions telles que la Banque mondiale et l'IFC. Ensuite, il y a la construction des hôtels internationaux, notamment Novotel et Radisson. Donc pour l'évolution, pour la classe moyenne, pour répondre à la classe moyenne, il y a un développement, notamment parce qu'il y a une évolution de l'éducation et la population qui valorise le secteur agricole, puisque Madagascar bénéficie de terres qui sont très fertiles. Il y a l'État aussi qui encourage beaucoup la population à produire localement, tout ce qui est, tout ce qui est raffia, PPN, etc. Alors, il y a l'accessibilité aux microfinances, même si malgré tout, les taux bancaires restent assez élevés. Donc, ceci se justifie par rapport un peu au risque du pays. Et sur le secteur informel, donc on a vu que la crise de Covid 2019, la crise de Covid 2019 a soulevé donc l'importance du secteur informel à Madagascar. Donc la structure de l'économie et le coût conséquent pour se conformer avec les réglementations gouvernementales sont des raisons expliquant cette situation. Cependant, donc la vision de la grande île pour réduire le secteur informel est en bonne voie. Il faut bâtir un secteur privé qui soit plus robuste, attirer davantage d'investissements, notamment dans des secteurs à fort potentiel tels que, comme on l'a dit, tout ce qui est agro-industrie, tourisme, textile, et améliorer donc les infrastructures et la compétitivité qui seront essentielles pour assurer une croissance durable et inclusive. Alors, par contre, pour modérer le secteur informel, il y a eu des contrôles qui ont été mis en place par le gouvernement, donc qui participent à cette décroissance du secteur informel, notamment, je pense à la pêche qui doit maintenant passer par des autorisations, contrairement aux années précédentes où c'était libre. Tout ce qui est contrôle douanier qui s'est renforcé. Et je terminerai qu'en fait, il reste du travail à faire pour que le pourcentage de l'informel dans l'économie diminue. C'est tout l'enjeu si on veut créer un cercle vertueux qui permettra donc de créer des emplois stables et donner confiance en l'avenir. 2, développer l'inclusion financière à travers les financements. Et enfin, augmenter les recettes fiscales de l'État. Merci, Édouard. Et je passe le relais à Frédéric. Merci, Denis. Et merci, Édouard, également. Je me permettrai quand même de faire remarquer qu'Ascoma, qui est membre fondateur également du SEMA, est un des beaux exemples d'entrepreneurs monégasques largement implantés en Afrique, puisqu'ils sont dans 25 pays, et également depuis très longue date et très bien implantés à Madagascar, qui est une de leurs principales filiales.
C'est ça, c'est la première filiale qui a été créée en 1952. Ouais. Tout à fait. Merci, Edouard, de le préciser. Alors maintenant, je vais m'adresser à un autre membre du CEMA très dynamique, qui est en fait le groupe Monaco Resources Group. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Frédéric Dalmacy, qui est le CEO d'Agricorp, ça veut dire le bras armé agribusiness de MRG, qui est aussi dans deux autres secteurs très largement implantés. C'est notamment les métaux et la transformation des métaux, et également tout ce qui est port and logistics, donc logistique portuaire. Alors, Frédéric, bienvenue. Donc, vous êtes un des acteurs essentiels en agribusiness, notamment dans le secteur de la vanille et des huiles essentielles, dont on vient de parler précédemment, comme étant, je vais dire, un des métiers essentiels au niveau de Madagascar. Alors, merci d'un tout petit peu décrire cette activité et également peut-être de nous préciser, est-ce que vous avez d'autres plans au niveau d'Emerger en matière de développement des activités autres du groupe, et ce, à Madagascar, bien évidemment. Merci beaucoup, Frédéric, pour l'introduction, et également merci beaucoup au CEMA et au Monaco Economic Board pour l'invitation d'Agricorp à participer à ce webinaire. Donc, pour faire très bref en termes d'introduction sur l'activité d'Agricorp à Madagascar, nous nous sommes positionnés dès 2015 sur des investissements à Madagascar sur la filière vanille et épices, puisque nous étions déjà intervenants en tant que traders sur des activités de négoce. Nous avons identifié à Madagascar un terrain favorable pour investir à la source. Alors, nous avons eu la chance d'avoir été accompagnés dès le début par des partenaires sur place, notamment Mathieu Lougard, qui était déjà investi avec beaucoup de passion et ardeur sur la filière vanille, et avec qui nous nous sommes associés afin de pouvoir développer cette activité, mais également la protéger, l'encadrer et lui donner des perspectives de croissance significatives. Donc, aujourd'hui, en termes de surface opérationnelle, Agricorp à Madagascar, c'est des magasins. Donc, les magasins, c'est l'endroit où on prépare, où on conditionne la vanille pour la rendre disponible pour les clients à l'export. Aujourd'hui, nous exportons sur les États-Unis, l'Europe et également l'Asie. Nous disposons de plantations à hauteur de 150 hectares, où il y a des activités, des plantations de vanille. Et d'ailleurs, je vais me faire un petit décalage comme ça sur la gauche, puisque mon fond d'écran représente une de nos différentes plantations, qui est la plantation 5 Frères, du côté de Antala, dans le nord-est de Madagascar. Il y a également des activités, j'ai entendu que ça avait été mentionné, autour des huiles essentielles, qui est également un secteur très porteur. Là aussi, avec des certifications agriculture biologique. Je ne vais pas trop m'étendre sur la partie agriculture biologique parce qu'on a la chance d'avoir sur un intervenant qui vient après vraiment beaucoup plus d'expertise sur ce sujet. J'ai parlé également d'encadrement, de protéger et d'apporter à cette filière des perspectives de croissance. Donc, l'encadrement de la filière vanille, c'est également encadrer et protéger ceux qui font cette filière vanille, à savoir les groupements de planteurs. Ils font partie intégrante du schéma d'approvisionnement d'Agri-Resources Madagascar. Ils font également partie des activités de certification que nous avons mis en place pour valoriser le travail qui est réalisé par également les groupements de planteurs qui viennent associer à notre propre production les possibilités d'export à nos clients. Et puis, il faut le mentionner, puisque c'est l'occasion pour moi, lors de ce webinaire, de rendre un peu hommage à la direction de la coopération internationale à Monaco. Nous avons également, et nous participons régulièrement à des activités d'encadrement à la fois de cette filière, mais également d'autres projets autour des villages et des besoins et des demandes. Et pour ça, on est pas mal accompagné par la direction de la coopération internationale
à Monaco. Je tiens à saluer leur engouement et leur passion pour accompagner les activités à Madagascar et surtout pour leur approche pédagogique. J'ai parlé également de protéger. Alors, l'accord tacite que nous avions lors de la mise en place de nos activités à Madagascar, c'est que le meilleur moyen de protéger ce savoir-faire et de l'encadrer, c'est de travailler d'ores et déjà sur la mise en place du meilleur cadre pour favoriser ce qui se fait de mieux à Madagascar. Hein. Même au début, tout le monde a parlé de la vanille. Donc, pour nous, ça a été la création d'une marque et la création d'une marque 5 frères, comme le nom du terrain sur lequel nous avons fait nos premières activités autour de la vanille, où nous avons réhabilité des plantations. Cette marque, plus que des produits, c'est vraiment un véritable vecteur du savoir-faire, de cette expertise et surtout de toute la passion qui est donnée par les équipes et tous ceux qui entourent de près ou de loin cette filière à Madagascar. Elle est aujourd'hui pilotée commercialement et stratégiquement depuis l'océan Indien et toutes les activités opérationnelles se déroulent à Madagascar avec les équipes de notre directeur général Franz Radzimba qui est basé du côté de Antala avec les équipes. Enfin, j'ai parlé des perspectives de croissance. Donc là aussi, je vais faire très rapide puisque nous avons la chance d'avoir sur d'autres intervenants des discussions plus approfondies sur la partie finance. Pour nous, dès le début, les meilleures perspectives pour pouvoir se positionner sur des perspectives long terme, c'est d'avoir le bon financement en termes de durée, le bon financement en termes de durée, le bon financement en termes de valorisation des intervenants sur la chaîne de valeur en amont comme en aval. Et nous nous sommes positionnés très vite sur la finance durable et nous nous sommes également positionnés sur des projets autour de 2 thèmes principaux qui sont l'agriculture durable du côté de Madagascar avec un renforcement systématique des certifications, avec un renforcement de la valorisation de tout ce que nous pouvons aujourd'hui développer en termes de surface, également des activités d'agroforesterie et de reboisement, et enfin tout ce qui est socio-économique, à savoir des activités de transformation en local qui sont à la fois vecteurs de création de valeur, mais aussi de création d'emplois. C'est notamment le cas pour tout ce qui est huile essentielle. C'est également le cas sur les participations que l'on souhaite, que l'on encourage sur toutes les filières vanille. Voilà, donc nous avons pu émettre un Sustainability Bond sur la bourse de Francfort l'année dernière avec le soutien de beaucoup d'investisseurs durables et impact, dont la grande majorité des use of proceeds sont positionnés sur Madagascar. Voilà. Enfin, vous aviez mentionné, Frédéric, une question concernant notre intérêt pour Madagascar sur d'autres filières. Alors, je dirais qu'on a quand même une chance assez incroyable et qu'on en fait profiter notre maison mère Monaco Resources Group. Nous sommes sur place, nous avons déjà des ressources humaines, nous avons des partenaires au niveau financier, nous avons des partenaires au niveau juridique. Et donc, nous sommes vraiment très bien positionnés pour saisir les opportunités qui peuvent s'offrir au groupe. Alors, principalement aujourd'hui sur l'agroalimentaire, il y a des sujets de diversification qui ont été rendus plus que nécessaires et plus qu'intéressantes dans le cadre d'un environnement, je ne dirais pas post-Covid, mais on va dire, pic de la pandémie. Donc, on se positionne d'ores et déjà sur ces activités-là et également sur les activités d'ordre logistique principalement pour relier ces informations et permettre au groupe d'être positionné sur d'éventuelles opportunités qui seraient à venir. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet exposé très clair et très enthousiasmant sur votre positionnement agriculture et cette volonté d'agri durable, telle que vous l'avez évoqué. Denis? Oui. Alors maintenant, la parole est à Serge qui représente le groupement Saanala. Serge, on va dire peut-être la manière la plus concise possible, mais ces 2 points en complément de ce que vient de développer Frédéric, peut-être de mettre l'accent sur quelle est la dynamique actuelle de la Green Attitude et puis quelle est la contribution de Saanala au développement des zones rurales et en particulier celles qui sont sinistrées par l'évolution climatique. Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci de me donner cette opportunité
de venir partager un peu notre expérience. Comme vous l'avez précisé, Saanal est une entreprise à vocation sociale qui a essentiellement l'objectif de essentiellement renforcer les communautés locales dans la professionnalisation et faire face au marché international. Donc, Saanal est qui veut dire champ de la forêt, est une entreprise qui mise essentiellement sur le bio, puisque 95% de nos produits que nous exportons sont bio, et que les propriétaires de Saanal sont bien les paysans avec lesquels nous travaillons, et nous avons plus de 8000 paysans avec lesquels nous travaillons aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je ne vais pas rajouter à ce que Frédéric a dit, je remercie Frédéric de penser que je suis un expert en agriculture biologique, et je suis membre fondateur du syndicat de l'agriculture biologique à Madagascar, et que le bio représente un élément important pour Madagascar et pour les clients en général. En quelques années, Madagascar est devenu une zone importante au niveau du bio, puisque nous sommes passés de la 15e place à la 4e place en nombre de producteurs et de la 30e place à la 10e place en termes de surface. Donc, et cette dynamique va continuer à se poursuivre, puisqu'il y a une réelle volonté de la part du marché au niveau international de répondre à la demande du consommateur, et plus vers du bio et vers une traçabilité, un blockchain dans lequel il veut comprendre un peu d'où vient son produit et comment il est fabriqué et comment on peut répondre à cette demande. Et aujourd'hui, Saanal a essayé justement de répondre à cette demande du marché international et de rapprocher le paysan directement du marché international, d'enlever tous ces intermédiaires et lui permettre d'avoir une liaison directe avec le marché. On pensait qu'au départ, c'était quelque chose de complètement irréalisable. D'ailleurs, la plupart des groupes au niveau européen et américain nous ont dit c'est bien gentil, mais nous, on a besoin de volume, on a besoin de travailler très rapidement. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on voit que ces groupes-là s'intéressent plus à savoir d'où vient le produit, comment il est fabriqué, quel impact ils ont, parce que le consommateur derrière veut savoir quel impact ils ont vis-à-vis du paysan. Et ça, c'est important. Alors aujourd'hui, on a été capable, avec l'un des plus gros industriels au niveau du secteur agronomique, notamment Archer Daniels and Midland, de faire un joint venture avec Saanal, cette entreprise sociale. C'est une grande fierté pour nous et pour dire non seulement que c'est possible de le faire à Madagascar, malgré le contexte et les difficultés d'investissement à Madagascar, on a pu attirer un tel investisseur, se dire ben, aujourd'hui, oui, on peut travailler directement avec les paysans, oui, il y a de la surface à travailler, oui, il y a un réel échange, oui, il y a une réelle production sur laquelle on peut travailler, et oui, cet industriel peut diversifier les activités sur Madagascar et pas uniquement de prendre le produit et de l'exporter, d'apporter de la valeur ajoutée à Madagascar. Et ça, pour ça, nous sommes fiers pour Madagascar et fiers avec les paysans avec lesquels nous travaillons. C'est vraiment l'objectif que nous avons voulu et que nous continuerons à effectuer, puisque l'idée, c'est d'étendre ce type de joint venture où c'est un win-win à la fois pour l'industriel, un win-win pour le paysan et un win-win pour Madagascar, et donc d'essayer d'aller dans cette dynamique-là. Alors la question sur la résilience et par rapport à la problématique sur le changement climatique sur Madagascar, c'est un sujet qui est propre à beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, il y a une réelle dynamique quand même qui existe à Madagascar où il y a vraiment des terres arables qui sont encore disponibles, sur lesquelles il faut bien sûr, comme ma collègue d'Action avait dit, les problématiques d'accès sont difficiles, les problématiques de transport sont compliquées, mais justement, il faut travailler sur ce socle pour essayer d'accéder à ces terres arables et justement de travailler directement avec le paysan et de travailler sur les aspects de rendement. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire avec les paysans, c'est de passer de production à 1 tonne à l'hectare pour le riz, par exemple, à
3,5 tonnes, voire 4,5 tonnes, qui sont encore assez faibles. Mais même sur les autres secteurs d'activité, comme la vanille, par exemple, aujourd'hui, on a une moyenne de production par pied de vanille qui tourne autour de 200 grammes, alors qu'on pourrait aller jusqu'à 1 kg, et de travailler directement avec le paysan sur une surface qui est plus petite, mais avec un rendement par rapport au pied de vanille, par exemple, d'avoir un rendement plus important et des revenus plus importants. Donc, d'essayer justement de mieux gérer les surfaces dans lesquelles il est, le territoire dans lequel il est, et de pouvoir offrir ce qu'il a à offrir sur le marché. Merci Serge. Écoutez, merci Serge de votre intervention et je passe la parole à Frédéric pour le dernier intervenant qui devrait mettre son micro. C'est fait. Merci Denis. Nous recevons M. Emmanuel Kosseyanis. Emmanuel, vous êtes secrétaire général de l'association Malagasy des investisseurs en capital. On a un petit équivalent à Monaco, qui est le Monaco Venture Capital Association. Et vous êtes également directeur général du fonds d'impact Mariacap, dans lequel d'ailleurs le gouvernement princier est partenaire, si je ne m'abuse. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les atouts de Madagascar en matière de capital investissement et quelles sont les bonnes pratiques et les bons exemples que vous pourriez mettre en avant sur vos associations? Merci beaucoup. Merci au SEMA pour l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Kosseyanis, je suis directeur général de Mariacap, qui est un fonds d'investissement à impact. Investisseurs en capital. Je ne vais pas revenir en longueur sur les atouts de Madagascar qui ont été largement détaillés par la directrice générale de l'EDBM, ni d'ailleurs sur les enjeux du secteur privé qui ont été largement détaillés. Et je suis entièrement d'accord avec ces enjeux par le président du groupement des entreprises malgaches. Peut-être un mot sur Mariacap. Donc, nous, on est un fonds d'investissement à impact créé en 2018 à Madagascar par le groupe Investisseurs et Partenaires, qui est un groupe d'investissement à impact panafricain, partenaire de longue date de la direction de la coopération internationale de Monaco, et également une quinzaine d'institutions financières et d'entrepreneurs malgaches. On a une mission qui est de contribuer au développement économique et social de Madagascar à travers un outil qui est le financement en capital et qui nous amène à être un partenaire d'accélération du développement et des impacts des notre constat à Madagascar, les PME sont les grandes oubliées de l'économie malgache. Elles sont prises en étau entre un secteur informel qui représente 90% de l'économie et alors sans que ce soit négatif, des grands groupes qui aujourd'hui performent, se structurent, se développent sur le marché local et parfois même à l'international et catalysent le gros des financements, des talents et de la visibilité. Du coup, nous, on a fait le choix de financer et de promouvoir les PME. Il faut rappeler, ça paraît une évidence, il faut rappeler que dans l'OCDE, les PME, c'est 80% des emplois et que dans les pays africains qui ont connu la plus forte croissance ces dernières années, il y a un fait saillant qui est clair, c'est que l'émergence des milliers de PME formelles portée par l'amélioration du cadre des affaires, l'ouverture et l'intégration des économies, la diffusion des innovations technologiques, le dynamisme des marchés intérieurs et la promotion du modèle entrepreneurial a été largement la base du développement économique. Et à Madagascar, le secteur des PME, il est ténu. Donc nous, on l'adresse à travers deux outils. Le premier, c'est l'investissement en capital avec un fonds d'investissement impact levé en 2018 qui est financé exclusivement par des privés. Donc 90% sont des acteurs malagasy, qui nous a amené à financer une dizaine d'entreprises en fonds propres pour des tickets moyens de l'ordre de 200 000 € dans des secteurs variés, la microfinance, le digital, l'agribusiness, l'éducation, le retail ou encore la restauration collective. Malgré la crise Covid, le portefeuille se porte assez bien. Il compte 1 millier d'emplois à peu près. Il devrait réaliser 8 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2022. Le deuxième élément dont je souhaite parler et qui fera le lien avec les atouts pour les investisseurs en capital à Madagascar, c'est que Mariacap se positionne aujourd'hui comme un acteur de la gestion de programmes institutionnels pour le compte de partenaires techniques et financiers internationaux qui intègrent tous aujourd'hui une composante d'appui aux PME, mais en fait qui ont des difficultés
à concevoir et à déployer des programmes qui sont adaptés aux réalités de l'économie malgache. Et d'ailleurs, cette activité, elle a commencé avec la direction de la coopération internationale de Monaco, à travers un programme de financement d'entrepreneurs à impact qui nous a permis de financer une quinzaine d'entreprises à hauteur de 300 000 € sur 3 ans, à travers l'assistance technique, des petits prêts d'amorçage, qui ont généré un effet de levier absolument conséquent. Pour 300 000 € investis, c'est 5 fois plus de ressources privées mobilisées et c'est 50 fois plus de revenus sur le portefeuille. Aujourd'hui, on est largement passé à l'échelle sur cette activité-là. On gère aujourd'hui un programme de 12,5 millions de dollars qui est cofinancé par USAID et le secteur privé pour financer les entreprises à impact positif sur l'environnement et la réduction de la pauvreté des communautés locales, comme Saanal, par exemple, qui est avec nous aujourd'hui, ou des entreprises dans l'apiculture, la transformation de manioc en farine ou les énergies renouvelables. Je voudrais faire le lien donc, avec les atouts pour moi. Bon, je ne vais pas reparler des secteurs, mais je citerai 4 atouts principaux. Le premier, c'est le grand potentiel de diversification de l'économie malgache, avec des secteurs pour lesquels on est déjà reconnu, on va pas revenir dessus, et des secteurs bien sûr plus attendus. Véronique en a parlé tout à l'heure, au premier rang desquels les métiers du digital. Le deuxième atout, je crois, c'est le coût de démarrage d'activité qui est globalement faible, grâce notamment à un coût du travail qui est très bas. Le troisième atout, c'est que globalement, tout est à faire. On est dans un pays d'océan bleu, y compris dans des secteurs à forte valeur ajoutée, comme les services aux entreprises et aux particuliers, les activités de transformation, qu'elles soient orientées vers le local ou vers l'export. Et le dernier, c'est pour moi fondamental dans un pays pauvre comme Madagascar. C'est en fait l'effet catalytique important des fonds propres. Dans un contexte où peu d'entreprises en sont dotées, les fonds propres permettent d'accéder plus facilement à des financements bancaires, à des programmes de financement public internationaux orientés vers le secteur privé. Voilà. Concernant les bonnes pratiques, je voudrais avant tout dire que je suis 100% d'accord avec le constat de Monsieur le Président du GEM sur la situation difficile que traverse le secteur privé malgache. Je suis d'ailleurs, je vous parle de Nosy Be où le secteur touristique est en ruine. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, et espère une ouverture effective des frontières dans les semaines au mieux ou les mois au pire à venir. Je crois que la principale difficulté sur le plan de la déontologie à laquelle font face les entrepreneurs, c'est évidemment le cadre et la pratique surtout du monde des affaires. Concernant le cadre légal, il est globalement adapté au développement de l'entrepreneuriat, mais également de l'investissement, avec une fiscalité qui est théoriquement favorable, qui est théoriquement lisible. Idem pour le taux de charge sociale qui est un des plus bas d'Afrique. Mais la réalité est évidemment différente, avec un cercle vicieux de l'informel. On a des entreprises qui sont partiellement formelles, qui ne sont pas encouragées à respecter l'ensemble de leurs obligations fiscales et légales, soit par méconnaissance, soit pour survivre face à l'informel, soit pour survivre face aux sollicitations, pour ne pas dire davantage, de l'administration fiscale. Donc, en tant que fonds d'investissement impact, on s'impose et on impose à nos partenaires un formalisme fiscal, social, légal, total. Et au-delà, on prévoit des règles déontologiques et de gouvernance assez strictes. Bon, évidemment, pas de cadeaux à l'administration, des relations saines avec les parties prenantes. Je voudrais dire que c'est une éthique qui est difficile à assumer dans l'environnement des affaires à Madagascar. Et en même temps, c'est un enjeu de survie pour un fonds qui doit effectuer des reportings détaillés à des partenaires financiers privés et publics. Voilà. Et peut-être pour conclure, de manière lucide, cette approche, elle nous interdit plusieurs secteurs d'activité qui sont particulièrement exposés, comme ceux qui dépendent des marchés publics, d'autorisations administratives fréquemment renouvelées ou qui suscitent déjà l'intérêt d'acteurs importants avec une forte capacité de lobbying. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Kotsogiannis. Eh bien, pour conclure ce webinaire Collection SEMA sur Madagascar, je propose de demander à notre consul honoraire à Madagascar, M. Cyril Juge, de conclure ce tour des intervenants. Merci Guillaume. Moi, je serai très bref. Par rapport à la conjoncture, d'une part, il y a quelque chose qui est en train de frapper beaucoup de pays dans le monde et qui inclut cette fois Mada, c'est l'inflation. Et dans un pays comme ça où la très grande majorité de la population a quand même du mal à survivre, dès lors que
ce qu'on appelle les produits de première nécessité augmentent de 10-20%, si vous voulez, ça crée des dommages très importants sur le plan social et qui peuvent dégénérer évidemment en crise sociale. Donc ça, ce n'est pas le fait du pays en ce moment, mais c'est, comme vous le savez tous, les fortes augmentations qu'il y a eu sur le fret maritime et qui demeurent, sachant que le pays importe beaucoup de choses, beaucoup trop d'ailleurs par rapport à à la capacité qu'on aurait à produire énormément de choses ici et pas seulement d'ailleurs dans l'agroalimentaire. Donc il y a ça, il y a évidemment la hausse fulgurante de l'essence et du gasoil qui est importé aussi ici à Madagascar. Donc ça engendre une inflation forte et qui est un élément aujourd'hui très important dans ce qui pourrait se passer d'ici quelques mois jusqu'à ce que les prix redescendent. Mais vous savez, c'est toujours simple pour tous les opérateurs d'augmenter les prix et de se frotter les mains parce que ça crée des surprofits à court terme. Et puis après, lorsqu'il faut commencer à baisser ces mêmes prix, en général, ils sont beaucoup moins, dynamiques sur ce plan. Bon, heureusement, il y a la concurrence internationale qui fait que on espère en tous les cas que cette inflation ne va pas miner, disons, la croissance mondiale et puis par effet de contre-coup, la croissance tout court partout. Donc ça, je crois que c'est un élément important. C'est le seul que j'aurais à soulever d'ailleurs sur la conjoncture économique. Pour le reste, tout a été dit par des intervenants qui savent de quoi ils parlent, qui sont le nez dans le guidon. Donc, c'était un tour d'horizon intéressant, je crois, qui a pu éclairer tout le monde. Bon, ensuite, si vous voulez, sur le plan comment dirais-je, est-ce qu'il faut investir à Madagascar, dans quel secteur, quand, etc. Si vous voulez, cette question ne se pose pas, en fait. On peut investir dans le monde entier. En Corée du Nord, il paraît que ça va être possible bientôt, donc on fera peut-être un webinaire là-bas avec nos amis. Mais toujours est-il que ce qui compte, c'est est-ce qu'on a envie de le faire, est-ce qu'on a un petit projet, est-ce qu'on a besoin d'un petit partenaire, si vous voulez, c'est aussi simple que ça. Et dans ce pays, comme dans tous les endroits du monde, il y a du potentiel, il y a un marché, il y a de la consommation locale, il y a de l'import-export, il y a des banques, il y a tout ce qu'il faut en réalité. Donc, si vous voulez, au-delà des considérations des uns et des autres, et comme j'avais eu l'occasion de le dire à peu près depuis les années 90, donc ça fait 30 ans, que ce n'est pas tant le fait de faire des réunions ou de se renseigner sur telle ou telle chose, c'est est-ce qu'on a un intérêt à investir dans telle ou telle région ou pas. Parfois, ça peut être un intérêt tout simplement parce qu'on a trouvé un endroit sympa, joli, et on a rencontré 2-3 personnes par hasard. Et puis parfois, c'est un intérêt stratégique parce qu'on a besoin de matières que l'on trouve, par exemple, ici, de telle matière agricole ou de telle mine. Mais en tout cas, si vous voulez, on a toujours pu investir ici dans toutes les époques, évidemment. Et maintenant que le monde entier s'est débarrassé plus ou moins du socialisme et de la planification et toutes sortes de choses qui ont ruiné tous les endroits où ça s'est passé. Donc ici, on s'en est débarrassé quand même depuis pratiquement 40 ans. Donc, il ne peut plus rien arriver de grave, en fait, une fois qu'on a éliminé ça. Et après, évidemment, les problèmes, vous les connaissez. C'est pas facile avec l'administration parfois avec le contexte, etc. Mais en tout cas, les gens qui travaillent sérieusement ici n'ont pas à se plaindre en réalité. Ils arrivent à se développer, ils arrivent à surmonter les obstacles, à gagner de l'argent. Les banques, si vous voulez, pourraient vous en parler. Donc, je crois que quel que soit le régime, quelle que soit la crise mondiale, la guerre en Ukraine et tout ça, il y a toujours de quoi travailler et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est ça quand même notre métier aux uns et aux autres, de faire quelque chose. Donc, ça peut être fait à Mada, parce qu'on parle de Mada aujourd'hui, ça peut être fait ailleurs. Mais je crois que c'est ça le plus important, la volonté, et puis ensuite, on y va et puis on fait des affaires. Voilà. Donc, ça, c'est… Moi, j'encourage, si vous voulez, j'ai encouragé depuis toujours les gens à dire arrête de discuter et puis viens faire les affaires. Il y a tant de choses à faire et on va trouver les solutions, on va aller voir les gens, on va se remuer le derrière et que l'on fasse des affaires dans la Silicon Valley ou dans la vallée ici à Madagascar, en fait, c'est toujours des affaires. Donc, il n'y a pas véritablement, si vous voulez,
démarches intellectuelles sophistiquées à faire sur des conditions politiques, sur est-ce que la sécheresse suit son cours, est-ce que après-demain matin, l'armée de Poutine ne va pas se tromper, envoyer une bombinette ici et toutes sortes de choses. Tout ça, si vous voulez, ne conduit qu'à une chose, c'est à faire du statu quo, alors qu'en réalité, on a besoin du contraire. Et je dirais à la limite, plus c'est compliqué, plus c'est, si vous voulez, ça paraît impossible, plus il faut le faire. Puisque vous voyez bien qu'il n'y a que la société civile, en réalité, qui permet à cet édifice de tenir. Si demain, nous, tous ceux qui travaillons dans nos PME ou dans nos grosses boîtes, on arrête de bosser, vous voyez bien que tout s'écroule. Donc, je crois que c'est notre responsabilité, en fait. Et il se trouve que maintenant, effectivement, il faut tenir davantage compte quand même des aspects sociaux, environnementaux. Et l'économie de marché, le capitalisme commence à prendre ça en compte, mieux vaut tard que jamais. Et ça devient une donnée clé que de ne pas tout bousiller sur le passage et être obsédé par le profit, la cupidité. Disons que ça a fait son temps. Voilà. Donc, vraiment, il faut venir, les gars, il faut faire des choses avec partenaires, sans partenaires, comme vous voulez, à pied, à cheval, en voiture. Mais c'est ça dont partout a besoin, en fait. Il y a quand même une compétition mondiale qui fait que chacun devrait avoir le souci de faire en sorte que les investissements se fassent chez lui, en réalité. Hein. Donc, ça, c'est mon point de vue. Et enfin, donc, pour terminer sur le côté institutionnel, si vous voulez, entre la relation originale entre Monaco et Madame, qui est ancienne. Bon, le consulat a été ouvert en 2003, donc ça fait presque 20 ans. Mais avant cela, il y avait déjà des relations entre associations, etc., qui étaient basées sur de la générosité, en fin de compte. Mais la relation est ancienne. Donc, deuxièmement, l'image de Monaco est très bonne ici parce que à travers la coopération et puis à travers le consulat, on a essayé de monter des choses intelligentes qui soient, si vous voulez, utiles et qui est sans aucune contrepartie, puisqu'il n'y a pas de questions géopolitiques avec Monaco. Donc, si vous voulez, les relations sont saines. Et à chaque fois que l'on fait quelque chose dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation à l'école, avec des associations qui s'occupent des gens qui sont vraiment tout en bas, des handicapés, enfin toutes sortes de choses, et bien c'est fait avec comment dirais-je, du dynamisme et puis avec de la bonne foi, puisqu'il n'y a pas de contrepartie malsaine. Donc c'est ça un peu la spécificité, si vous voulez, de la bonne relation facile entre Monaco et Madagascar. Et enfin, donc, il y a une chose aussi qui est positive par rapport à ce webinaire, qui est le premier. Je ne sais pas si on aura d'autres après. Bon, d'ici là, je serai vraiment trop vieux et peut-être même mort. Donc, on verra si vous en faites d'autres par la suite pour nouvelle génération. Mais toujours est-il qu'il y a la ministre des Affaires étrangères et de la coopération, donc, qui d'ailleurs a été nouvellement nommée à Monaco il y a quelques mois, qui s'appelle Isabelle Béraud-Amadei, qui vient à Madagascar en fin de semaine prochaine. Donc, ce sera son premier déplacement ici et peut-être même son premier déplacement à l'international puisqu'elle vient d'être nommée. Donc, par le hasard du calendrier ou par le génie du petit consul ici, ça se goupille bien. Et du coup, cette venue va être l'occasion de signer un accord, ils appellent ça un accord cadre, mais méfions-nous des grands mots comme ça, entre la principauté et Madagascar, donc sur un certain nombre de domaines, donc entre la ministre et puis son homologue malgache qui vient lui aussi d'être nommé. Voilà, elle sera accompagnée de la directrice de la coopération internationale qui, elle s'appelle Bénédicte Schutz, et puis une petite délégation. Voilà, c'est là-dessus que je conclurai et j'espère vraiment qu'au-delà de ces échanges aimables et intéressants, ça va engendrer dans les quelques mois, ou disons on est au début de l'année ou dans cette année, eh bien, un peu plus d'échanges ou un peu plus d'investissement d'opérateurs monégasques ici à Madagascar et pourquoi pas aussi de malgaches à Monaco. Et si jamais c'est ça qui se passe, ça aura servi à quelque chose ce webinaire. Si malheureusement il n'y a pas ça, eh bien on aura perdu 1h30. Bon, certes agréable, mais ce serait dommage. Voilà, je vous remercie. Et puis, je reste à votre disposition si tant est que je puisse répondre parfois à des questions, aider. Enfin, moi, il n'y a que ma bonne volonté qui soit à votre disposition, en fait. Voilà, je vous remercie.
Merci à vous, Cyril Juge, notre consul à Madagascar. Alors, bravo, parce que vous avez fait preuve à la fois d'un certain sens des réalités et puis en même temps avec beaucoup d'humour. Donc, vous avez dit des choses importantes. Alors, j'espère ne pas dévoiler un secret, mais je tiens à vous dire que Madame Isabelle Béraud-Amadei ainsi que sa directrice générale Isabelle Rosa Brunetto font partie des gens qui nous suivent aujourd'hui actuellement et nous les saluons. C'est dire à quel point l'île de Madagascar suscite un intérêt à Monaco, aussi bien économiquement que politiquement et diplomatiquement. Et donc, nous saluons bien sûr la venue du ministre des Relations extérieures à Madagascar dans quelques jours. Et c'est vous, Cyril Juge, qui allez la recevoir. Et nous sommes très contents de cet échange qui en sera d'autant plus revigoré. Il est temps à présent de remercier tout le monde. Alors, merci à tous nos intervenants qui ont été brillants. Merci, Excellence. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Mais merci à tous d'avoir pu nous éclairer sur ce potentiel de l'île de Madagascar. Alors, pour nous, ces webinaires Collection SEMA sont effectivement l'occasion de mieux connaître l'ensemble des opportunités offertes par le continent africain et de nouer de nouveaux liens. Ainsi, dans la continuité du webinaire, par exemple, réalisé l'année dernière avec Djibouti, nous aurons le plaisir d'accueillir une délégation d'entrepreneurs de Djibouti les 9 et 10 mai prochains en Principauté de Monaco. Donc, comme le disait Cyril Juge, les choses doivent se concrétiser, elles doivent se faire. On n'est pas là uniquement pour du blabla, mais pour du business et pour faire fonctionner les choses. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.